Merci, merci Giorgio. Je pensais que c'était important qu'on commence par ce témoignage d'une certaine manière, parce que effectivement, pour rentrer réellement dans le sujet de la subsidiarité, qui n'est pas ce sujet un peu hors sol, bien au contraire, on a bien compris, c'est extrêmement concret et ça porte des fruits. On imagine, depuis ce matin, tout ce qu'on a entendu, on imagine le travail qu'a fait l'Italie aujourd'hui, la conclusion, c'est un État qui est à l'équilibre. Et je pense, grâce à cet effort de cette société, en fait, qui n'a pas laissé, en fait, les choses un peu dériver. Merci beaucoup pour cette participation. Maintenant, on se dirait, mais on est très loin de tout ça, potentiellement. Mais en fait, il y a des îlots d'espérance en France. Et on est très, très, très heureux d'avoir sur le plateau Nicolas Salvi, qui est donc le directeur du centre hospitalier de Valenciennes, et qui, et c'est là, c'est très intéressant de pouvoir l'entendre, a, d'une certaine manière, est peut-être un transformateur public avant l'heure, parce qu'ils ont engagé une innovation managériale extraordinaire, intégrant le principe de subsidiarité dans leur pratique. Et c'est, je pense, important de vous interroger maintenant pour savoir comment vous êtes arrivé à déployer ce principe de subsidiarité et d'en faire en fait une innovation managériale très particulière. Merci de votre invitation, tout état de cause. Je vais peut-être refroidir avec des chiffres en première intention, mais le Nord, le département du Nord, c'est 17% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale. Sur le territoire sur lequel le centre hospitalier de Valenciennes est implanté, c'est 1 million d'habitants. On ne s'en rend pas compte. Moi, je n'étais pas du Nord avant de prendre mes fonctions. Pourtant, on arrive quand même à avoir un hôpital qui est le premier centre hospitalier de France en termes de taille, 600 millions d'euros de budget, avec une dynamique de fonctionnement où c'est un hôpital qui est en excédent, enfin, qui a retrouvé l'excédent depuis 2023, mais qui pendant une quinzaine d'années avait réussi à avoir cette performance à la fois sociale, économique, mais aussi managériale. Et l'enjeu qu'on peut partager cet après-midi, c'est le fait qu'il y a une vraie acuité de parler des questions de santé et du lien avec la subsidiarité. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet sur la philosophie, enfin sur un équilibre entre la philosophie de l'action, donc cette autonomie, et finalement la cohésion sociale, nationale et même territoriale qui est au cœur des politiques de santé, des politiques publiques de santé. Alors souvent, et en particulier dans le monde de la santé, nous on est plutôt pour l'État-providence, l'État qui est fait pour, qui favorise un pilier fondamental quand même de notre société, c'est-à-dire la capacité à donner aux acteurs les moyens d'agir. Finalement, on peut glisser aussi, en maintenant l'État-providence, vers un État subsidiaire, un État qui permettrait de faire et qui laisserait aux acteurs la capacité de pouvoir valoriser l'efficacité et mettre en œuvre des décisions publiques. Au cœur de notre stratégie, on a une raison d'être. Notre raison d'être, elle est assez simple, et je vais vous la résumer, elle est sur tous les documents qu'on peut publier, c'est permettre à tous d'accéder à des soins de haute qualité en alliant sur le territoire, en alliant collectivement nos compétences et expertises dans un hôpital qui favorise la prise de décision au plus près du terrain. Comment assumer cette ambition et cette raison d'être ? C'est 15 ans de recul avec une délégation de gestion en première intention, une délégation qui confie à un trinôme de pôle, en l'occurrence un chef de pôle, un cadre supérieur de santé, donc responsable des soignants, et un cadre administratif de pôle, 3 personnes qui sont amenées à assumer des responsabilités parce qu'il y a un alignement stratégique de la direction pour dire finalement, je suis prêt à renoncer d'une part de mes prérogatives au bénéfice d'une prise de décision qui serait faite par des acteurs de terrain. Avec la logique, évidemment, qui est derrière, qui est celle de ne pas s'arrêter là. Il faut aussi que ces acteurs-là ne recentralisent pas à l'échelle de leur pôle ou de leur business unit ou de leur service quelque chose qui finalement aurait été honni en termes de centralisation par la direction générale ou par la présidence de la commission médicale d'établissement. Donc une gouvernance médico-administrative. Donc l'enjeu pour nous, c'est donner de l'espace aux acteurs
Et pendant ces années-là, on a réussi à donner une forme de contractualisation avec les acteurs pour qu'ils puissent d'une part agir, prendre des décisions pour tous les investissements qui sont moins de 75 000 euros, c'est eux qui pilotent, évidemment avec le risque qu'ils ne saucissonnent pas les investissements, vous vous en doutez bien, mais ils ont cette capacité-là à pouvoir agir et à prendre des décisions par des acteurs qui maîtrisent le terrain. Ça ne veut pas dire que les directeurs ne le maîtrisent pas. N'entendez pas ça dans mon propos. En revanche, on a la capacité, nous repositionner sur l'expertise, c'est-à-dire le fait de venir sécuriser, consolider une prise de décision qui serait souhaitée par les acteurs de terrain. Donc, dans ce modèle-là, notre modèle de fonctionnement, il est performant parce que il nous a permis d'avoir aujourd'hui 15 pôles d'activité, donc de l'imagerie, de la pharmacie, de la biologie, de la chirurgie, de l'anesthésie, tous nos pôles quasiment, alors il en reste un qui est en déséquilibre, mais tous nos pôles sont aujourd'hui en excédent, c'est-à-dire qu'ils dépensent moins que ce qu'ils génèrent. Et ce qui nous permet de continuer d'investir, de continuer de proposer une dynamique d'innovation en termes de projet et qui favorise le fait que tous les acteurs de terrain proposent des choses qui vont finalement améliorer encore plus la santé de la population et assumer une forme de responsabilité populationnelle. Un des exemples majeurs, c'est par exemple le projet des Chartriers qu'on a ouvert il y a moins d'un mois, qui est un projet qui a été co-construit dans une dynamique de subsidiarité, on dirait horizontale a priori, avec les acteurs professionnels de ville, dans lequel les hospitaliers et les professionnels de ville ont construit un centre de soins primaires dans lequel on a les médecins généralistes qui consultent, on a les médecins hospitaliers spécialistes qui consultent, on a un centre de soins régulé non programmé qui est un ersatz d'urgence, on a un centre de prélèvement biologique, on a une maison sport santé, on a de l'éducation thérapeutique, on a tout au même endroit dans une unité de lieu avec des acteurs qui collaborent et qui finalement permet d'assumer concrètement ce qu'est la responsabilité populationnelle. Alors évidemment, ça implique de se responsabiliser, ça implique de sortir des discours un peu entendus comme ceux que j'ai entendus tout à l'heure avec Madame Lenoir en disant finalement ces tonnes d'administratifs, ils nous prennent de l'énergie, ils nous prennent de tout ce qu'on sait finalement bien faire. C'est pas le cas. Aujourd'hui, aucun médecin chez nous, aucun soignant ne pourrait imaginer de ne pas travailler avec des professionnels administratifs, qu'ils soient directeurs, cadres administratifs, secrétaires administratifs, quel que soit le positionnement. Et loin des discours un peu surfaits, on a une dynamique où tous les acteurs sont interdépendants, simplement parce qu'ils se sont alignés à un moment donné sur la façon de se projeter, la façon de assumer la mission, les valeurs dans lesquelles elle se déployait, et puis quelle était la vision qui était établie. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs. Et pour répondre à cette question du moins ou plus d'administratifs, on est performant, mais c'est pas pour ça qu'on a moins d'administratifs dans notre hôpital que dans un autre hôpital de France. Simplement, et c'est réparti différemment. On a 10% en gros de personnel administratif, entendu très largement. On a 1% de personnel dans les directions fonctionnelles et on a 0,1% de directeurs. Donc loin des chiffres que vous pouvez parfois entendre sur les plateaux télé qui diraient que finalement la source d'économie serait les personnels administratifs, ce n'est pas le cas. Le deuxième aspect, c'est évidemment la capacité à se projeter pour se dire finalement c'est quoi notre capacité à fédérer les acteurs sur le territoire. On a un projet, alors je vous ai épargné le projet d'établissement qui s'appelle Interaction. Donc, il a pour but aussi de dire qu'il faut interagir, il ne faut pas reconstruire des logiques de silos, qu'il ne faut pas, même si on favorise la prise de décision pour du terrain, chacun peut regarder son église, de façon laïque, sa mairie qui et son périmètre d'exercice, sans regarder ce que fait le collègue. La dynamique, elle est fonctionnelle si les acteurs travaillent ensemble. Deuxième aspect sur le volet justement territorial, c'est le projet de territoire qui s'appelle Synergie. On a 10 établissements sur le territoire, c'est 1,2 milliard.
c'est 12 000 professionnels, là où le centre hospitalier de Valenciennes, c'est 6 000. Donc, on représente à peu près la moitié de notre territoire et on anime, comme une intercommunalité, notre dynamique territoriale. Sur ce territoire-là, on a porté un projet de territoire avec une gradation des soins pour que chaque établissement s'y retrouve dans cette logique, de façon à ce qu'ils développent des activités en proximité des patients qui ont des difficultés parfois de mobilité, qui sont parfois assignés à résidence, qui ne recourent pas aux soins. Donc, l'idée, c'est pas de dire, venez à Valenciennes, on est les meilleurs et on a le meilleur plateau technique, ce qui malheureusement est le cas d'un certain nombre de patients sur notre territoire qui préfèrent faire 30 minutes de route plutôt que d'aller dans leur hôpital de proximité ou l'hôpital de référence. Nous, notre logique, c'est de dire, on va mettre à disposition des ressources dans ce territoire-là. On va essayer de développer des activités qui vont permettre à la population de bénéficier des soins de le plus haute qualité possible sur ce territoire-là. L'exemple particulier, c'est celui d'une relocalisation. On parle souvent de délocalisation d'activités à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. L'interprétation des actes d'imagerie. Aujourd'hui, on a créé un plateau d'imagerie médicale mutualisé, donc une plateforme d'interprétation des actes et des actes d'imagerie. Celui-là, on l'a fait à l'échelle territoriale. Aujourd'hui, c'est les 30 radiologues du centre hospitalier de Valenciennes qui interprètent en permanence des soins les images qui sont réalisées par des manips radio sur Fourmies, sur Denain, sur Maubeuge, sur Saint-Amand, et donc qui naturellement apporte la qualité de service qui est la plus forte, tout en ayant une dynamique d'équipe et une dynamique collective. Le patient n'a pas à faire 30 km, il peut aller très sereinement dans son hôpital en proximité. Simplement, l'expertise, elle est partagée sur le territoire par une équipe qui va interpréter les actes. Donc, autant d'éléments qui participent d'une logique où on essaye de faire de l'aller vers, on essaye de faire d'avoir de l'innovation, de favoriser les projets en interne, parce que pour nous, c'est retrouver du sens finalement dans l'action. Alors, c'est souvent la première réponse qu'on donne quand on dit faut faire de la qualité de vie au travail, c'est hyper important, faut qu'on retrouve le sens. Mais c'est quoi le sens? Le sens, c'est d'abord la signification de ce qu'on fait. Alors, se poser la question de ce qu'on fait quand on travaille à l'hôpital, en général, c'est assez simple. Et moi, j'assume le fait que je suis entrepreneur de service public à forte utilité sociale. Donc, c'est assez simple. En revanche, on a la direction, c'est-à-dire vers où on va, dans le sens. Là, typiquement, on se met d'accord et on travaille de façon collaborative, très horizontale, dans un hôpital où on délibère sur le sens du travail. Donc là, clairement, la notion et le concept qu'on essaie de développer, nous, c'est l'hôpital délibéré. Là où vous avez connu l'entreprise libérée, nous, on a un hôpital délibéré dans lequel on discute sur le sens du travail. Et puis en troisième intention, évidemment, c'est le sens et c'est la sensibilité. La sensibilité de l'action que l'on peut porter. Et donc, c'est le maintien de l'humanité. Vous avez compris qu'on est performant, qu'on est en excédent, on a une dynamique où on est souvent mis en avant par les pouvoirs publics ou par les acteurs territoriaux. Mais avant tout, notre mission principale, c'est celle d'être en connexion avec les patients de notre territoire. Un hôpital qui est fait pour nos patients, pas un hôpital qui imaginerait être le meilleur parce qu'il est déconnecté de son territoire. N'oublions pas ça, on est sur un territoire particulier avec une forme de résilience assez forte. C'est pas un hasard si Toyota est implanté chez nous, c'est pas un hasard si Stellantis est implanté, c'est pas un hasard si Alstom est implanté. On a un certain nombre d'acteurs et une dynamique d'emploi qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est un employeur majeur pour le territoire et on doit assumer cette responsabilité sociale et environnementale. Dernier élément, responsabilité sociale et environnementale. C'est quoi? Aujourd'hui, on l'a mis au cœur de notre stratégie. Pourquoi? Parce que c'est les 7 piliers de la RSE. C'est pas simplement la transition écologique. C'est le fait de se dire, est-ce qu'on est loyal dans nos pratiques? Est-ce qu'on fait travailler les acteurs sur notre territoire? Est-ce qu'on est conscient de nos vulnérabilités? Autant d'éléments qui participent du fait d'être dans une logique de subsidiarité où on a conscience de nous-mêmes, on se pose des questions. C'est une gouvernance qui a plus de 15 ans. Et aujourd'hui, on lance un bilan de la gouvernance externe de façon à pouvoir dire
ne pas remettre en cause ce qu'on est, mais simplement d'essayer de promouvoir ce qu'on devrait être. Et donc, on se crée les conditions pour être un hôpital public performant. Là, on pourrait toujours décrier l'hôpital qui n'aurait pas les moyens, qui est en souffrance, où tout le monde est malheureux. C'est pas le cas. Et beaucoup d'hôpitaux en France sont dans de bonnes conditions. La question, c'est toujours l'équilibre entre aménagement du territoire et capacité à pouvoir avoir l'expertise technique et la démographie médicale et soignante. Cet équilibre-là, pour le moment, il n'est pas tranché et il relève du pouvoir politique. Donc cette subsidiarité, elle permet aussi de dire que si on fait confiance aux acteurs de terrain, parce qu'ils sont alignés, parce qu'il y a de la transparence, parce qu'il y a du dialogue, parce qu'il y a finalement une logique d'interdépendance, eh ben, les acteurs pourront trouver le point d'équilibre qui favorisera le fait que la prise en charge en santé, la prise en soins, elle est favorable et elle se fait aussi en respectant les données publiques et en ayant le souci de cet équilibre, qui soit financier, l'équilibre de la relation avec le soin et de l'équilibre territorial. C'est les trois enjeux qui sont pertinents. Merci. Comme je disais, il y a des îlots d'espérance. Vous avez bien compris, derrière ça, il y a un énorme travail, parce que j'imagine que ce travail, c'est du temps passé en transversalité, c'est-à-dire à mettre les conditions pour que les gens travaillent ensemble, discutent, dialoguent.